remercier d'être venu en grand nombre pour entendre cette conférence sur la Révolution tranquille qui se veut résolument anticonformiste. Je pense que ce que je vais vous dire sur la Révolution tranquille, peut-être que certains d'entre vous, vous le pensez déjà, mais je pense que vous ne l'avez sûrement pas lu ni entendu, du moins sûrement pas à Radio-Canada. La Révolution tranquille peut être considérée comme le mythe fondateur du Québec contemporain. Quand on parle d'un mythe fondateur, quasiment tous les peuples, toutes les nations ont un peu leur mythe fondateur. Pour la France, par exemple, c'est la grande et glorieuse Révolution de 1789. Pour le Québec, on pourrait dire que c'est la Révolution tranquille. Un mythe, c'est quelque chose qui est quand même réel. Ça se repose quand même sur une certaine vérité historique, mais c'est présenté d'une certaine manière, c'est magnifié, au point de devenir un récit symbolique. Un récit symbolique qui se veut une explication de ce qu'est le peuple dont on parle. Pour ce qui est du Québec, dans les années 1960, il y a eu un changement de nom. On s'appelait avant des Canadiens français. Jusqu'en 1965, à peu près tout le monde parlait de Canadiens français. Et en 1970, à peu près plus personne parlait de Canadiens français. Ça, c'est un phénomène historique assez remarquable. Je ne connais pas d'autres peuples dans l'histoire qui ont changé de nom aussi souvent que nous. Par exemple, les Français, évidemment, la France a été marquée par la Révolution française, mais ils n'ont pas changé de nom. On continue à s'appeler des Français. Mais ici, au Québec, il y a eu un changement qui est beaucoup plus considérable. Et c'est pas un hasard, et c'est pas inutile si on a changé de nom. Parce que la Révolution tranquille a finalement touché à l'âme de notre peuple. Pour voir la différence d'âme, je dirais la révolution d'âme qui s'est opérée pendant la Révolution tranquille, il faut comparer deux définitions du Canada français qui ont été rédigées dans des rapports. Je prends la définition du rapport Tremblay. Le rapport Tremblay, ça date de 1956. Et c'était Maurice Duplessis qui avait mis sur pied une commission d'enquête pour étudier toute la question des relations fédérales-provinciales, la question de l'autonomie du Québec. Et voici comment, dans le rapport Tremblay, on définissait notre peuple. Je vous lis un extrait. La culture canadienne-française est, en effet, une forme particulière de l'universelle conception chrétienne de l'ordre et de l'homme. La France de tous les temps, surtout celle des débuts du Canada, est une des réalisations les plus authentiques de la conception chrétienne de la vie et de la civilisation. C'est pourquoi, né français, le peuple canadien est né chrétien. Et c'est pourquoi, dans la mesure où, au long de l'histoire, il a vécu en profondeur sa culture d'origine, il s'est affirmé peuple d'esprit chrétien. Quant au génie français, on reconnaît généralement qu'il est du type rationnel, enclin au raisonnement. La culture canadienne-française, variante américaine du type originel français, est qualitative, spiritualiste, personnaliste et communautaire. Voilà comment on se définissait en 1956. Maintenant, je vais vous citer le rapport Bouchard-Taylor, 2008. Vous allez voir ce qui est devenu le Québec. L'identité héritée du passé canadien-français est parfaitement légitime et doit survivre. Mais elle ne peut plus occuper à elle seule l'espace identitaire québécois. Elle doit s'articuler aux autres identités présentes dans l'esprit de l'interculturalisme afin de prévenir la fragmentation et l'exclusion. Il s'agit en somme de nourrir de symbolique et d'imaginaire la culture publique commune qui est faite de valeurs et de droits universels, mais sans la défigurer. C'est un apprentissage difficile qui a commencé dans les années 1960 et qui, visiblement, n'est pas encore achevé. Alors, ce peuple avait changé complètement de physionomie. En un mot, on était un peuple français et catholique. Maintenant, on est devenu un peuple encore francophone, mais multiethnique, multiculturel et surtout démocratique, droit de l'homiste. Voilà la nouvelle religion du Québec contemporain. Comment présente-t-on la Révolution tranquille habituellement dans les livres d'histoire? On la présente comme un mouvement de modernisation et de démocratisation du Québec. Comme si le Québec était en retard. En retard sur quoi? En retard sur le reste de l'Amérique du Nord, mais plus particulièrement en retard sur l'Ontario.
Mais c'est faux. En 1959, au moment de la mort de Maurice Duplessis, le Québec était une société moderne, une société très moderne, au diapason de toute l'évolution technologique, économique, scientifique du reste de l'Amérique du Nord. Le Québec n'avait pas besoin d'être modernisé. Le Québec n'avait pas non plus besoin d'être démocratisé. Duplessis faisait des élections à tous les 4 ans. C'était des élections libres, des élections démocratiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire, démocratisation, modernisation? En fait, ça voulait dire autre chose. Ce que ça voulait dire, c'est qu'il s'agissait d'assimiler, de favoriser l'assimilation par les Canadiens français de la culture libérale nord-américaine. Pourquoi? Au fond, pour mieux s'intégrer à l'Amérique du Nord, pour supposément relever le défi économique. C'était ça. Et quand vous lisez bien les livres sur l'histoire de la Révolution tranquille, vous allez voir que c'est dans ce sens-là qu'on entend le mot modernisation du Québec. Celui qu'on pense avoir été le maître d'œuvre de la Révolution tranquille, c'est le premier ministre Jean Lesage. En fait, la Révolution tranquille s'est faite sous le gouvernement de Jean Lesage. Je ne pense pas qu'elle a été faite par Jean Lesage. Et je ne suis pas sûr que Jean Lesage a vraiment voulu tout ce qui s'est passé. Qui était Jean Lesage? Alors, Jean Lesage, c'était quelqu'un qui était né à Québec en 1912. Il venait d'un milieu assez modeste. Son père était un petit assureur. C'était un individu très brillant, très talentueux, qui a fait des études au Petit Séminaire de Québec et ensuite à la faculté de droit de l'Université Laval. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Jean Lesage a servi dans l'armée comme officier d'entraînement au Canada, mais il n'a pas été envoyé en Europe. Jean Lesage avait un oncle, J.A. Lesage, qui était sénateur libéral à Ottawa et qui était le principal organisateur du Parti libéral pour la région de l'Est du Québec. C'est avec son oncle qu'il va être introduit dans le Parti libéral et dans la vie politique. Sur le plan des idées, Jean Lesage n'est pas un nationaliste. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le Séminaire de Québec et l'Université Laval avaient la réputation de ne pas être tellement nationalistes. Le nationalisme était beaucoup plus à Montréal. À Québec, on était très loyaliste. D'ailleurs, Lionel Groux, notre historien national, reprochait ça au Séminaire de Québec et à l'Université Laval, leur loyalisme, leur sentiment un peu trop anglophile. Et c'est certain que Jean Lesage a été élevé dans ce climat intellectuel. Lesage n'était pas de l'école nationaliste canadienne-française. Lesage était un libéral, mais un libéral modéré, progressiste, un peu à la manière de Louis Saint-Laurent, qui était premier ministre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On n'aurait pas pu s'attendre à ce qu'une telle personne fasse une révolution aussi considérable que ce qu'a été la Révolution tranquille. Mais on n'est pas le seul pays où c'est arrivé. Avez-vous pensé qu'en France, mai 68 et tout le changement de mentalité que ça a amené, ça a été fait sous le gouvernement de Charles de Gaulle, qui était quand même plutôt conservateur? Avez-vous pensé que la contre-culture américaine, le mouvement des hippies et tout ça dans les années 60, qui était président des États-Unis dans ce temps-là? Johnson et Nixon, deux conservateurs. Mais ces conservateurs-là semblent avoir été dépassés dans leur propre gouvernement par un mouvement qui venait de l'extérieur. D'où est-ce que ça venait, le mouvement de la Révolution tranquille? Il faut pointer du doigt 3 ministres. 3 ministres qui représentaient l'aile gauche du Parti libéral. Il s'agit de René Lévesque, de Paul Gérin-Lajoie et de Éric Kearns. Mais même à ça, je pense que ce n'est pas eux autres qui ont été le véritable moteur de la Révolution tranquille. Le véritable moteur, ça a plutôt été de jeunes technocrates qui revenaient habituellement d'universités étrangères, qui étaient bardés de diplômes, ce qui impressionnait beaucoup au Québec à cette époque-là, d'avoir des diplômes de la Sorbonne en France, d'Oxford en Angleterre, d'Harvard aux États-Unis. Alors, une équipe de hauts fonctionnaires qui était assez jeune, qui était très progressiste, et dont certains noms vont être retenus par la suite. Je pense par exemple à Jacques Parizeau, à Claude Morin, qui ont fait de la politique. D'autres qui sont un peu moins connus, comme Michel Bélanger, qui a fini président de la Banque nationale, Maurice Lamontagne, il y avait aussi Roch Bolduc, qui va être le chef de cabinet de René Lévesque dans les années 70.
Alors, quand on regarde toute cette équipe, il était très jeune à ce moment-là, il avait 30-35 ans, et c'est eux qui ont été le véritable moteur de la Révolution tranquille. Parce que si on regarde le Parti libéral de ce temps-là, au fond, il était loin d'être révolutionnaire. Il n'y avait pas beaucoup de différences idéologiques en 1960 entre un rouge puis un bleu, entre quelqu'un du Parti libéral puis quelqu'un de l'Union nationale. D'ailleurs, si on regarde le programme électoral de Jean Lesage en 1960, il n'y a vraiment pas grand-chose de révolutionnaire là-dedans. Le slogan des libéraux aux élections de 60, c'est le temps que ça change. Ben, c'est un slogan banal. Tous les partis d'opposition à toutes les époques ont toujours utilisé ce slogan-là. Mais aujourd'hui, il prend un autre sens parce que c'est pas rien. Il est temps de changer le parti au pouvoir. En fait, c'était toute la société et même toute la culture canadienne-française qu'il fallait changer. Duplessis est mort en 1959, le 7 septembre 1959. On sentait déjà que les choses étaient pour changer au Québec. Son successeur, Paul Sauvé, avait beaucoup d'envergure. Il aurait probablement remporté les élections de 1960 s'il avait vécu. Mais malheureusement pour l'Union nationale, il est mort en janvier, donc 3 mois après. Donc Paul Sauvé n'a pas pu faire sa marque. C'est Antonio Barrette qui a pris la succession comme chef de l'Union nationale et premier ministre. Alors c'était un digne politicien, mais un peu terne. Il n'y avait pas le charisme qu'il fallait. Et il a été battu aux élections de 1960, les élections du 22 juin 1960. Le résultat a quand même été serré. Les libéraux ont remporté 51% des voix, l'Union nationale 47%. Donc on ne peut pas penser que l'Union nationale a été battue à plate couture. Mais quand je vous disais que le Parti libéral restait très conservateur, en fait, il était à l'image du Québec de ce temps-là. Je vais vous raconter 3 anecdotes qui montrent que le Québec restait entre 1960 et 1965 très conservateur et très catholique. 3 anecdotes qui nous montrent que la Révolution tranquille aurait facilement pu être enrayée. 1962, les Québécois élisent pour la première fois une femme à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Claire Kirkland-Casgrain. Alors, il y a une question que les journalistes, une question amusante que les journalistes se posaient à ce moment-là. Comment la première femme députée à l'Assemblée nationale va-t-elle s'habiller? Dans les parlements, il y a des règles vestimentaires pour les hommes. C'est le veston-cravate. Mais pour les femmes, il n'y avait aucune règle prévue. Alors, Madame Kirkland-Casgrain est arrivée à l'Assemblée nationale en robe, évidemment. On n'aurait pas imaginé une femme porter des pantalons dans une cérémonie ou dans un lieu solennel à ce moment-là. Mais c'est pas ça qui est surtout important. C'est qu'elle portait un chapeau sur la tête. Probablement que la plupart d'entre vous ne savez pas pourquoi, sauf peut-être les plus vieux. Mais il faut se rappeler qu'à cette époque-là, à la messe, les femmes portaient toujours un voile ou un chapeau. Donc, on allait le dimanche à la messe avec un voile, un chapeau. Et comme l'Assemblée nationale, c'était quelque chose de solennel, quelque chose de prestigieux, Mme Casgrain, tout naturellement, probablement sans même y penser, elle s'est habillée comme elle s'habillait pour aller à la messe le dimanche. Ça montre que les mentalités catholiques étaient encore profondément enracinées dans le Québec de 1962. Deuxième anecdote. Paul Gérin-Lajoie et Éric Kearns, qui étaient 2 anticléricaux assez militants, assez notoires. Je précise tout de suite au sujet de René Lévesque que, à mon avis, René Lévesque n'a jamais été un anticlérical. Quand on lit ses mémoires, René Lévesque, il dit qu'il a perdu la foi, lui, très jeune. Il dit qu'il a perdu la foi au petit catéchisme, donc vers l'âge de 10 ans. Mais je ne connais pas une seule déclaration ou un seul geste dans la carrière de René Lévesque qui peut être considéré comme étant hostile à l'Église catholique. Et même que dans ses mémoires, Paul Gérin-Lajoie dit que René Lévesque ne l'a pas tellement soutenu dans la réforme de l'éducation qu'il a menée. Alors, sur ce plan-là, Kearns et Gérin-Lajoie étaient beaucoup plus révolutionnaires que René Lévesque. Mais n'empêche que ces 2 bonhommes-là arrivent à un moment donné dans la salle de réunion du Conseil des ministres, il y avait un crucifix, ils enlèvent le crucifix, sans parler à personne, en espérant que personne ne s'en aperçoive. Évidemment, tout le monde s'en est aperçu. Et cette journée-là, toute la réunion du Conseil des ministres a porté
sur la question du crucifix. On a mis de côté l'ordre du jour et pendant 3 heures, les ministres ont discuté à savoir s'il devait y avoir ou non un crucifix dans la salle du Conseil des ministres. On a passé au vote, le crucifix est revenu à sa place. Donc, ça montre que l'aile gauche, l'aile anticléricale, dans le cabinet de Jean Lesage, était quand même minoritaire. Troisième anecdote, le ministre vedette de ce qu'on appelait l'équipe du tonnerre. Hein? L'équipe du tonnerre, c'est les ministres de Jean Lesage. En réalité, l'équipe du tonnerre n'était pas si terrible que ça. Hein? Je pense que si on les regarde de près, les ministres de Jean Lesage sont pas mieux que ceux de Maurice Duplessis. Ils sont peut-être mieux que ceux d'aujourd'hui, par exemple, parce qu'on regarde toutes ces personnalités-là, je vous en ai nommé quelques-uns. Nos politiciens d'aujourd'hui, là, ils ont vraiment l'air des moineaux cul-de-jatte à côté de ce qu'il y avait à cette époque-là. Je veux dire, quelqu'un comme Philippe Couillard, qui aurait été dans l'équipe de Jean Lesage, aurait été un obscur backbencher, je pense. Mais n'empêche que du côté de l'Union nationale, il y avait des gens aussi compétents et avec autant d'envergure. Mais les journalistes, eux autres, vantaient toujours René Lévesque. René Lévesque, c'était la grande vedette du gouvernement de Jean Lesage. En 1964, il y avait eu un sondage dans l'opinion publique sur la popularité des ministres. On demandait aux gens, êtes-vous plutôt d'accord ou plutôt en désaccord avec le travail de tel ou tel ministre? À ce moment-là, René Lévesque avait obtenu un taux de popularité de 21%. Le ministre le plus populaire, c'était Claude Wagner, le ministre de la Justice, le partisan de la peine de mort, le ministre de la loi et de l'ordre, le ministre de la lutte contre le terrorisme du FLQ. Bref, finalement, le ministre qui était considéré comme le plus à droite, il y avait un taux de popularité de 61%. Lévesque était à 21. Alors donc, l'opinion publique restait finalement assez conservatrice, comme nous le montrent ces résultats. Quand Lesage arrive au pouvoir, la première des choses qu'il fait, c'est de s'attaquer au problème du patronage. Alors, vous savez que dans les livres d'histoire, on présente toujours le régime Duplessis comme étant un régime corrompu, un régime qui a fait beaucoup de favoritisme, beaucoup de patronage. Alors, les libéraux avaient mis sur pied une commission d'enquête, la commission Salvas, pour étudier la moralité dans la gestion des fonds publics entre 1955 et 1960. Les résultats de la commission Salvas ont été plutôt minces. En fait, selon le juge Salvas, les malversations ou le favoritisme du gouvernement de l'Union nationale dans les 5 dernières années de son gouvernement aurait coûté aux contribuables québécois 1,5 million de dollars. À cette époque-là, le budget de la province de Québec était déjà de 500 millions de dollars par année. Donc, ça vous fait 300 000 dollars par année sur 500 millions. C'est très peu. Et si on compare ce que la commission Salvas a pu sortir, si on compare ça avec les scandales qui ont été mis au jour par la commission Gomery et par la commission Charbonneau, je pense que le gouvernement Duplessis était un gouvernement très honnête en comparaison de ce qu'on a aujourd'hui. Pourtant, la triste réputation de patronage de Duplessis est restée dans les livres d'histoire. René Lévesque était à ce moment-là ministre des Travaux publics, en plus d'être ministre des Richesses naturelles, et il a présenté un projet de loi supposément pour lutter contre le patronage. C'était un projet de loi qui obligeait le gouvernement à faire des appels d'offres publics lorsque on donnait un contrat à une entreprise privée. Cette loi est encore en vigueur. Alors donc, René Lévesque a gagné un peu la réputation de quelqu'un qui a purifié les mœurs, qui s'est attaqué aux caisses électorales occultes. C'est un peu une réputation surfaite. Parce qu'en réalité, la loi, ce qu'elle disait, c'est que le ministre n'était pas obligé de prendre le plus bas soumissionnaire. Il y avait une marge de manœuvre de 10%. Et il pouvait prendre une compagnie qui chargeait plus que le plus bas soumissionnaire, à condition que cette compagnie qui chargeait plus ne chargeait pas plus que 10% de plus. 10%. C'était en fait le tarif de Gérald Martineau au temps de l'Union nationale.
C'était l'argent qui devait aller dans la caisse électorale. Or, cette marge de 10 elle allait tout simplement dans la caisse électorale du Parti libéral. La procédure était plus compliquée, la procédure était plus hypocrite, mais au fond, le patronage continuait comme avant. Le patronage rouge a remplacé le patronage bleu. Et René Lévesque a gagné une fausse réputation de moralité politique. D'ailleurs, on pourrait dire de René Lévesque la même chose au sujet de la loi sur le financement des partis politiques qu'il a adoptée, cette fois comme premier ministre en 1977. Alors, les commissions Gomery et Charbonneau ont très bien montré comment on contourne l'esprit de ces lois pour continuer finalement le patronage exactement de la même manière que ça se faisait au temps de Duplessis, et probablement pire. Parce que je vous ferai quand même remarquer que quand Duplessis faisait du patronage, il n'y avait pas des Hells Angels qui se mêlaient de ça. Maintenant, parlons des réformes économiques qui ont été faites par le gouvernement Lesage. Le Québec a voulu rattraper son retard, entre guillemets, sur le welfare state, sur l'État-providence, qui avait commencé dès 1945, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au niveau du gouvernement fédéral. C'est vrai que le Québec avait été beaucoup plus réticent à embarquer dans cette politique d'interventionnisme à outrance de l'État, comme d'autres provinces canadiennes. Il ne faut pas oublier que Duplessis avait son pendant dans d'autres provinces canadiennes. Vous regardez par exemple Manning, qui était premier ministre de l'Alberta, ou Bennett, qui était premier ministre de la Colombie-Britannique. C'était des gouvernements assez semblables à celui de Maurice Duplessis. Même chose aux États-Unis, il y avait plusieurs gouverneurs américains qui ressemblaient à Maurice Duplessis et qui étaient réticents à embarquer dans cette politique d'intervention de l'État. Mais là, avec Jean Lesage, on a voulu rattraper le retard. On a créé beaucoup d'organismes d'intervention économique, beaucoup de sociétés d'État. Mentionnons par exemple la Caisse de dépôt et placement, la Société générale de financement, le régime des rentes du Québec, Sidbec dans le domaine de la sidérurgie, SOCEM, la Société québécoise d'exploitation minière, et on a même créé la SOMA, la Société de montage automobile, alors qui va rester en sommeil, comme son nom l'indique, SOMA, parce que en 1965, il y a eu le pacte de l'automobile et le Canada a finalement renoncé à créer sa propre industrie automobile. Que peut-on penser de toutes ces sociétés d'État? Ben, vous remarquerez que la plupart ont été des échecs sur le plan économique. Elles ont d'ailleurs été revendues à l'entreprise privée dans les années 1980, sauf peut-être le régime des rentes du Québec, qui a été, oui, ça a été un bon programme sur le plan économique, mais pour ce qui est des autres, ce n'est pas nécessairement des succès. Le gouvernement du Québec a travaillé pour soutenir l'émergence d'une classe d'affaires canadienne-française. On se plaignait qu'on n'avait pas d'hommes d'affaires canadiens-français d'envergure. Alors, quand il y avait un homme d'affaires canadien-français qui se pointait, il y avait tout de suite les fonds publics pour le soutenir. Il y en a qui en ont profité. Je pense par exemple à Paul Desmarais, à Pierre Péladeau, à Bernard Lamarre de SNC-Lavalin. Alors, ces gens-là se sont bâtis des fortunes, finalement, aux frais du contribuable québécois. Est-ce que ça a vraiment assuré pour le Québec un développement économique supérieur? Est-ce que ça a vraiment permis l'émergence d'un nationalisme économique canadien-français? Oui, peut-être pendant un certain temps, mais à partir des années 1990, dans le sillage du libre-échange, du mondialisme, tout ça va tomber et objectivement, aujourd'hui, les Québécois ne contrôlent pas un plus grand pourcentage de leur économie qu'ils en contrôlaient en 1920. Et en plus, on va avoir tous les problèmes inhérents à l'État-providence, taxation excessive, réglementation excessive, déresponsabilisation des gens. Alors, c'est tous les effets secondaires, finalement, du welfare state. Quand on pense à la politique économique du gouvernement Lesage, c'est sûr que la grande chose qui nous vient à l'esprit, c'est la nationalisation de l'hydroélectricité. La nationalisation de l'hydroélectricité, c'était une idée qui était née dans les années 1920-1930 dans les milieux nationalistes de droite au Québec. Ce n'est pas une idée qui est venue de gauche, c'était les nationalistes de l'école brooksienne qui prônaient la nationalisation de l'hydroélectricité.
Duplessis avait promis en 1936 de nationaliser l'hydroélectricité. Il n'a pas respecté son engagement électoral. On peut peut-être lui reprocher. C'est en 1944 que le gouvernement libéral de Adélard Godbout a créé Hydro-Québec en nationalisant une compagnie d'électricité, la Montreal Light, Heat and Power Corporation. C'était la compagnie qui distribuait l'électricité à Montréal. Mais si Godbout a nationalisé cette entreprise, ce n'était pas tellement par nationalisme économique, c'est parce qu'on estimait que cette compagnie chargeait des tarifs trop élevés aux gens de Montréal. Donc, ce n'est pas vraiment pour des raisons économiques. Mais Hydro-Québec est né là. Quand Duplessis est revenu au pouvoir, il a quand même favorisé le développement d'Hydro-Québec, surtout pour distribuer l'électricité dans les zones rurales. Les compagnies privées n'étaient pas tellement intéressées à faire ça parce que c'est pas rentable de faire des poteaux électriques pour alimenter 3-4 fermes dans le fond d'un rang. Alors c'était Hydro-Québec qui faisait ça. Une des grandes réalisations, évidemment, du gouvernement Duplessis, c'est l'électrification rurale. Et il l'a fait en s'appuyant sur Hydro-Québec. Alors on arrive en 1960, la grosse compagnie d'hydroélectricité au Québec, c'est la Shawinigan Water and Power Corporation. C'est une compagnie anglophone, canadienne, anglaise, américaine, britannique, il y a des intérêts internationaux là-dedans. Et la Shawinigan Water and Power produit à peu près 80% de l'électricité au Québec. C'est surtout elle que René Lévesque a voulu nationaliser. En 1962, Jean Lesage déclenche des élections anticipées sur le thème de la nationalisation de l'hydroélectricité. Cette fois, le slogan est un peu plus fort, un peu plus original que celui de 1960. Le slogan des libéraux en 1962, c'était « Maître chez nous ». Maître chez nous, ça encore, c'est un vieux slogan qui avait été utilisé dans les années 1920, dans les années 1930, par les nationalistes catholiques. Et ils sont comme récupérés par ce gouvernement de gauche. Est-ce que les Québécois devenaient réellement plus maîtres chez eux en nationalisant la Shawinigan Water and Power Corporation? C'est douteux. Parce qu'en réalité, cette compagnie était bien heureuse d'être nationalisée. Et voici pourquoi. C'est qu'on voyait pointer des gros projets hydroélectriques. Le projet de Manic-Outarde, qui va être réalisé à la fin des années 60, et aussi le projet de la baie James, qui va être réalisé dans les années 70-80. On y pensait déjà à la fin des années 50. Et la Shawinigan Water n'avait pas les ressources financières pour entreprendre d'aussi gros projets. Pour le faire, elle aurait dû s'associer avec l'État. Mais les compagnies privées n'aiment pas s'associer avec l'État parce que quand elles s'associent avec l'État, c'est l'État qui garde le contrôle. Alors, les hommes d'affaires, les entreprises privées aiment être maîtres de leur destin et n'aiment pas être soumis finalement au contrôle de fonctionnaires. Alors finalement, les actionnaires de la Shawinigan Water préféraient abandonner ce domaine-là à l'État. Le président de la compagnie avait déjà dit en 1961 à Jean Lesage: « Nous sommes tout à fait d'accord pour vendre nos actifs au gouvernement, reste à s'entendre sur le prix. » Alors quand René Lévesque est arrivé avec son slogan tonitruant « Maître chez nous », en réalité, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il défonçait une porte ouverte. Ce n'est pas une grande victoire pour le nationalisme canadien-français, la nationalisation de l'hydroélectricité. Puis en plus, c'est que Hydro-Québec établissait un monopole. Alors, Hydro-Québec a également nationalisé toute une série de petites entreprises qui existaient dans le domaine de l'hydroélectricité. Il y avait, entre autres, à cette époque-là, beaucoup de coopératives municipales. Ce n'étaient pas des entreprises privées, c'était des coopératives qui appartenaient aux citoyens, qui étaient gérées par les villes, qui faisaient des petits barrages, qui desservaient des petites localités. Alors, on décide de centraliser tout ça, de créer un monopole. Mais quand on crée dans un domaine économique, un monopole, c'est toujours dangereux pour le consommateur parce qu'il n'y a plus de concurrence. Or, qu'est-ce que Hydro-Québec a fait? Bien, au début, les prix de l'électricité étaient très bas. Parce qu'il fallait convaincre les Québécois d'abandonner le chauffage à l'huile pour le chauffage à l'électricité. Mais quand ça a été fait, les prix ont commencé à monter, et depuis ce temps-là, ils n'arrêtent plus de monter. Et il n'y a aucune concurrence qui peut finalement rétablir un équilibre dans le domaine des prix de l'électricité. Est-ce qu'au bout du compte, les Québécois ont profité
de la nationalisation de l'hydroélectricité, je n'en suis pas sûr. C'était l'opinion de l'économiste François Béranger qui enseignait aux hautes études commerciales. C'était un grand économiste nationaliste et catholique, un des derniers défenseurs de la doctrine sociale de l'Église au Québec et de l'école de Lionel Groulx, tout ça. Alors, Angers s'était opposé à la nationalisation de l'hydroélectricité en 1962. Il était assez d'accord à ce qu'on nationalise la Shawinigan Water and Power, mais il disait, quand il y a des entreprises, des petites entreprises canadiennes-françaises, on n'a pas à les nationaliser, elles sont déjà nationales. Et elles sont à l'entreprise privée, elles sont petites, et en conséquence, elles vont être probablement mieux gérées qu'un géant comme Hydro-Québec. Parce qu'un géant comme Hydro-Québec, ça s'intéresse à d'immenses projets, et ça néglige des petits projets de barrages hydroélectriques sur des petites rivières qui auraient un impact économique local intéressant, mais on préfère des projets d'envergure. Et il y a un danger aussi avec Hydro-Québec. Quand vous avez un géant, il peut facilement tomber sous le contrôle de l'étranger, beaucoup plus qu'une multitude de petites entreprises indépendantes. Les petits entrepreneurs canadiens-français, ils ne vendront pas tout d'un coup leurs actifs à une multinationale américaine. Mais avec une société d'État, ça peut se faire. Est-ce qu'un jour on verra la privatisation de Hydro-Québec? Bien, c'est bien possible. Hydro-Ontario le fait, du moins privatisé à 40% ses actifs, et actuellement, le gouvernement Couillard réfléchit à l'idée de nationaliser, de dénationaliser Hydro-Québec, de déétatiser Hydro-Québec. Et si on vend Hydro-Québec, qu'est-ce qui nous dit que ce ne sera pas des intérêts étrangers qui vont s'en emparer? Donc, on sera revenu à la situation où on était en 1960. Maintenant, parlons de la question constitutionnelle. Le Parti libéral de Jean Lesage s'est rallié à la politique d'autonomie provinciale de Duplessis. Le grand héritage que Maurice Duplessis a laissé à son peuple, c'est cette politique d'autonomie provinciale. Au début, elle était très contestée dans les années 30-40, mais à la fin des années 50, tout le monde s'y ralliait. Duplessis a réussi à faire l'unanimité des Québécois autour de ce principe, qui est encore le principe officiel du gouvernement du Québec. Philippe Couillard en a encore parlé la semaine dernière. Mais aujourd'hui, ça ne soulève plus les passions, les cordes sensibles qu'il y avait au temps de Duplessis, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus aussi nationaliste qu'on était autrefois. Mais toujours est-il que Jean Lesage, lui, va se rallier à cette idée-là. Je vous avais dit que Jean Lesage n'était pas un nationaliste. Il y a une petite anecdote que j'aimerais vous raconter à ce sujet-là. À Québec, Jean Lesage était voisin de René Chaloux. René Chaloux était un nationaliste, il avait été député indépendant, il était plutôt proche de Duplessis, mais il n'était pas dans l'Union nationale. Chaloux était un disciple de Lionel Groulx, et très souvent, lui et Jean Lesage allaient prendre des marches le soir, là, après le souper, et même s'il n'était pas du même camp politique, ils étaient bien amis et ils discutaient. Jean Lesage a dit à un moment donné ceci à René Chaloux. Il dit, moi, ça faisait longtemps que j'avais quitté le Québec parce que j'étais à Ottawa. Jean Lesage avait été élu député de l'Îlet-Montmagny à Ottawa en 1945. Il était devenu ministre en 1953 jusqu'à 1957, quand les libéraux de Saint-Laurent ont perdu l'élection aux mains des conservateurs de Diefenbaker. Alors donc, ça faisait au moins une quinzaine d'années que Jean Lesage vivait plus à Ottawa qu'à Québec. Et là, il avait dit, en revenant au Québec, j'ai fait un tour de tous les comtés de la province, et il y a une chose qui me surprit. C'est à quel point le nationalisme, c'est fort au Québec. Et là, Lesage a dit à René Chaloux, les Québécois veulent avoir du nationalisme, on va leur en donner du nationalisme. Mais ça montre que Jean Lesage n'était pas réellement nationaliste. Mais l'héritage que Duplessis avait laissé était tellement fort que même lui a été obligé de suivre la même politique. Quoique, il n'y aura pas une politique constitutionnelle très très claire. À cette époque-là, on parlait beaucoup de renouveler la Confédération canadienne, mais il y avait deux visions radicalement opposées. Le gouvernement fédéral, lui, quand il parlait de renouveler la Confédération canadienne, c'était finalement de rapatrier, ce qu'on appelait le rapatriement de la Constitution, c'est-à-dire de ne plus être obligé
de passer par le Parlement de Londres pour modifier la Constitution canadienne. On voulait une formule d'amendement qui soit uniquement canadienne, l'accord du fédéral, des provinces et tout ça. Là, il y avait différents projets qui étaient avancés. Donc, on voulait une nouvelle formule d'amendement. On voulait une charte des droits et libertés qui enchasserait le principe du bilinguisme. Mais pour le gouvernement fédéral, ça se limitait à ça, le renouvellement de la Confédération canadienne. Pour le gouvernement du Québec, c'était tout autre chose. En fait, le gouvernement du Québec voulait plus d'autonomie. Il voulait revoir le partage des compétences qui avait été établi en 1867. On voulait pour le Québec une espèce de statut particulier. On aurait voulu aussi que la Constitution canadienne reconnaisse qu'il y avait au Canada deux nations, les Canadiens français et les Canadiens anglais. Donc, c'était une réforme beaucoup plus profonde que l'on réclamait du côté du Québec. Ottawa n'était pas prêt à ça, ils n'ont jamais été prêts et ils ne sont toujours pas prêts à le faire. Mais Jean Lesage n'est pas arrivé avec un programme très très précis. À un moment donné, lors d'une conférence fédérale provinciale, pour répondre à la fameuse question « What does Québec want? » C'est ça que les Anglais, surtout les journalistes du Canada anglais, disaient à l'époque « What does Québec want? » C'est quoi qu'ils veulent, le Québec, de quoi qu'ils se plaignent? On est bien au Canada. Jean Lesage disait, ce qu'on veut, c'est avoir le pouvoir d'aller chercher 100% de nos impôts, puis de faire 100% de nos lois. Ah oui, mais ça s'appelle l'indépendance. Dans le fond, c'était une boutade que Jean Lesage faisait. Mais le fait qu'il ait fait cette boutade, ça montre qu'il n'y avait pas un programme constitutionnel très, très précis. L'Union nationale de Daniel Johnson va arriver avec quelque chose de beaucoup plus précis, je vais vous en reparler plus tard, le programme Égalité ou Indépendance. Mais pendant ce temps-là, l'idée de l'indépendance du Québec commence à émerger. Le mouvement séparatiste apparaît. Le Ralliement pour l'indépendance nationale a été fondé en 1962. Ça a été fondé par trois hommes qui représentaient chacune trois tendances idéologiques. Puis ça n'a pas été long qu'ils se sont chicanés, ces trois hommes-là. Il y avait d'abord Raymond Barbeau. Raymond Barbeau, c'était le nationaliste catholique, disciple de Lionel Groulx. Alors, lui, il aurait voulu que dans la Constitution du Québec souverain, on inscrive la religion catholique comme religion d'État. Comme c'était le cas, par exemple, à l'époque en Espagne, au temps de Franco, ou au Portugal, au temps de Salazar. En fait, pour Raymond Barbeau, les références, c'était à peu près ça. Salazar, Franco. L'autre, c'était Marcel Chaput. Marcel Chaput, lui, c'était le bon libéral, l'homme de centre, qui, au fond, voulait séparer le Québec du Canada pour donner au Québec des institutions qui étaient à toute fin pratique copiées sur celles du Canada. Le troisième, c'était André d'Allemagne, qui, lui, était l'homme de gauche. C'était un socialiste, pas communiste, mais pas loin. Et lui, son modèle, c'était plutôt la révolution cubaine de Fidel Castro. Alors, inutile de dire que... Mais ces trois-là étaient indépendantistes, mais inutile de dire qu'ils n'ont pas pu travailler ensemble tellement longtemps. Par la suite, c'est Pierre Bourgault qui va devenir chef du RIN, et avec Bourgault, le RIN va prendre un virage nettement à gauche. La droite va quitter, va s'en désintéresser. Quoique, il y a eu à l'époque un parti indépendantiste de droite qu'on oublie souvent de mentionner, c'est le Ralliement national qui avait été fondé en 1962 ou 1963 par Gilles Grégoire et qui venait en fait des milieux du crédit social. Mais je reviendrai sur la question de l'indépendance du Québec un peu plus tard. Là, maintenant, je vais vous parler du cœur de la Révolution tranquille, de ce qui est essentiel, la réforme de l'éducation. C'est vraiment là que ça s'est joué. Quoi de mieux que de réformer l'éducation pour changer la mentalité d'un peuple? Les écoles forment la société de demain. Si on s'attaque à l'école, on s'attaque vraiment à l'âme d'un peuple. Avant la réforme des années 60, qu'on a baptisée du nom de réforme Parent, mais qu'il vaudrait mieux appeler réforme Gérin-Lajoie, je vous expliquerai pourquoi tantôt. Avant ça, on avait un système qui datait de la loi scolaire de 1875. Il n'y avait pas au Québec de ministère de l'Éducation. Il y avait plutôt un conseil de l'instruction publique.
Le Conseil de l'instruction publique était formé de deux comités, un comité catholique et un comité protestant, parce que le système scolaire était confessionnel. Il n'y avait pas d'école laïque au Québec avant les années 1960. Alors, en pratique, c'est comme s'il y avait deux ministères de l'éducation. Un pour les catholiques, autrement dit pour les francophones, un autre pour les protestants, autrement dit pour les anglophones. Les membres des deux comités se sont réunis un qu'une fois en 1875 pour prendre la décision de ne plus jamais se réunir ensemble. Alors, donc, dans les faits, le secteur protestant et anglophone a évolué d'une certaine manière, celui du Québec de l'autre. Sur le comité catholique, tous les évêques de la province de Québec siégeaient d'office. Il y avait à ce moment-là 22 diocèses, donc il y avait 22 évêques qui étaient là sur le comité. Et le gouvernement nommait 22 laïcs, même nombre d'évêques que de laïcs. Mais le président du comité était le surintendant de l'instruction publique, c'était lui l'équivalent, si on veut, du ministre de l'Éducation, mais c'était un fonctionnaire. C'était pas un homme politique. Une des raisons pour lesquelles on avait organisé ce système-là en 1875, c'est qu'il y avait tellement de patronage dans la tradition parlementaire britannique dont on héritait au Canada, que ce qu'on avait peur, c'était que si le gouvernement avait en charge l'éducation, ben, les postes de professeurs seraient donnés par patronage. Alors, si les Bleus remportaient l'élection, tous les professeurs rouges auraient été mis à la porte, puis si c'était les rouges, ben, c'est tous les professeurs bleus qui auraient été mis à la porte. Vous savez, à l'époque, c'était comme ça dans bien des secteurs, par exemple dans la police, quand il y avait un changement de gouvernement, tous les policiers au Québec perdaient leur emploi, tous les membres de la police provinciale perdaient leur emploi, sauf peut-être les cadres et quelques enquêteurs spécialisés, mais on remplaçait tout ça par des amis du parti et on ne faisait pas une carrière de policier, on était là. Ça causait des problèmes au niveau de l'expérience, au niveau de la compétence. On ne voulait pas que ce genre de choses-là arrive dans l'éducation. On ne voulait pas que le gouvernement prenne en charge l'éducation. Ça, c'est un facteur dont il faut tenir compte. Quoi qu'il en soit, même si le président du comité était un laïc, en pratique, c'est les évêques qui contrôlaient le comité pour la raison suivante. C'est que quand un évêque était absent, s'il ne pouvait pas aller à une réunion, il y avait à peu près des réunions à tous les 2 mois. Alors, si un évêque était absent, il pouvait se faire remplacer par quelqu'un d'autre, un autre prêtre du diocèse qui exerçait son droit de vote à sa place. Mais les laïcs, eux autres, s'ils étaient absents, ils ne pouvaient pas se faire remplacer. Alors, vous savez, si vous faites une réunion à 44 personnes, il y en a toujours des absents. C'est impossible qu'il n'y ait pas sur 44, 2, 3 qui ne puissent pas y aller. Mais les évêques avaient toujours la majorité, les laïcs étaient en minorité. Puis en plus, les évêques, ils se réunissaient avant, ils savaient c'était quoi l'heure du jour, et ils prenaient leurs décisions, ils décidaient entre eux autres, et quand ils arrivaient avec les laïcs, ils votaient en bloc. Donc, en pratique, on peut dire que les évêques contrôlaient le système d'éducation au Québec. Le système d'éducation publique, là, je vous parle des écoles publiques, parce qu'en plus, il y avait les écoles privées, qui étaient habituellement des écoles religieuses, et qui, là, évidemment, relevaient aussi des évêques. Il y avait des collèges classiques pour les garçons, les couvents pour les filles. Mais là, je vous parle des écoles publiques, qui étaient des écoles primaires essentiellement, un peu des écoles secondaires, mais au niveau surtout des écoles de métier. Le cours commercial avait un petit peu commencé aussi. Là, ça, c'était les écoles publiques. En 1959, Duplessis avait dit « Nous avons au Québec le meilleur système d'éducation au monde. » Ça a bien fait rire à l'époque l'intelligentsia de gauche. D'ailleurs, ça me rappelle une caricature qui avait été faite dans le journal Le Devoir. Le Devoir était très anti-duplessiste, vous le savez. Et le caricaturiste qui s'appelait La Palme était vraiment très mordant contre Duplessis. Mais je dois avouer que cette caricature-là était bonne, même si elle était contre Duplessis. Et que j'aime bien Duplessis. Alors, c'était un Canadien français du nom de Baptiste qui était avec son fils puis qui regardait dans le ciel le Spoutnik. Parce que les Russes, les gros méchants communistes, avaient envoyé des satellites dans l'espace depuis 1957. Alors, Baptiste regardait ça, puis il dit, si on n'avait pas le meilleur système d'éducation au monde, je penserais que les communistes sont plus forts que nous autres. C'était un petit peu une pointe que la gauche envoyait à Duplessis, mais bon,
En politique, j'accepte l'humour, même si ça vient de la gauche. Alors, toujours est-il que la réalité était un petit peu différente. Dans les années 1950, effectivement, notre système d'éducation était très bon. Est-ce que c'était le meilleur au monde? Ça peut être discutable. Mais il s'était beaucoup amélioré depuis 1936, depuis l'époque où Duplessis avait été là. Les écoles primaires étaient accessibles partout, ils étaient de très bonne qualité parce que les enseignants étaient formés dans les écoles normales. Et je pense qu'on formait de bien meilleurs enseignants dans nos anciennes écoles normales que dans les facultés de pédagogie d'aujourd'hui. Pour avoir fait des études à la faculté de pédagogie, je pourrais en parler, mais ce serait le sujet d'une autre conférence. Alors, toujours est-il que dans les années 1950, le gouvernement allemand, c'est pas un pays arriéré sur le plan économique, ça, l'Allemagne. Alors, ils voulaient tout réorganiser leur système d'éducation, surtout au niveau de la formation professionnelle, des écoles de métier. Bien, ils venaient chez nous pour étudier nos écoles de métier. Et ils s'en inspiraient parce que c'était considéré comme un des meilleurs systèmes d'écoles de métier au monde. Les universités s'étaient développées. L'Université Laval a ouvert son nouveau campus en 1952. L'Université de Sherbrooke a été fondée en 1954. Regardez à l'Université de Montréal toutes les nouvelles facultés qui ont été développées dans les années 50. Il y avait une croissance considérable au niveau universitaire. Pour ce qui est de nos collèges classiques, ben, ils suscitaient l'admiration des Américains. Ben, des Américains qui avaient de la culture, ça peut exister, semble-t-il. Mais les Américains qui avaient de la culture admiraient nos collèges classiques avec leur enseignement littéraire, avec leur enseignement philosophique. J'ai fait une petite blague sur les Américains, mais je suis bien injuste face à nos bons voisins. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais lu ça dans les mémoires de William Colby, qui a été le directeur de la CIA dans les années 70. Il a écrit un livre, ses mémoires, qui était tout simplement de la propagande en faveur de la CIA. Ben, c'est autre chose. Mais toujours est-il que lui était rentré dans la CIA en 1947. La CIA, ça a été fondé en 1947. Et là, on recrutait des jeunes universitaires brillants pour les former, pour être des futurs espions américains. Puis il avait été engagé comme ça. Et il racontait quelle était la question standard que l'on posait à ceux qui voulaient devenir agents de la CIA en 1947. Alors, la question standard qu'on posait à l'entrevue, c'était la suivante. Expliquez-moi la différence entre un raisonnement de type platonicien et un raisonnement de type aristotélicien. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde ici qui pourrait répondre à cette question-là dans la salle. Moi, je ne serais pas capable, en tout cas. Et puis, mais ça vous montre que même aux États-Unis, on avait de la culture à cette époque-là, dans les universités, dans les collèges, et ces Américains-là, à cette époque-là, admiraient nos collèges. Je vais vous raconter une anecdote au sujet de René Lévesque. Au début des années 1980, René Lévesque est allé au Japon. Alors, il avait demandé à visiter une école, ce qu'on appelle une école modèle au Japon. Les écoles modèles, c'est des espèces d'écoles d'élite qui forment les futurs cadres des grandes entreprises et du gouvernement japonais. Si vous voulez devenir un haut dirigeant de Toyota, il faut avoir commencé dans ce réseau d'écoles-là dès la prématernelle. S'ils ne vous ont pas accepté à la prématernelle, ils ne vous accepteront pas dans la haute direction de Toyota. Alors, on forme vraiment des gens d'élite. Alors, l'évêque va voir ça. Il demande au directeur, il dit, c'est quoi votre méthode pédagogique? Alors, le directeur répond, ben, c'est simple, nous ici, on enseigne comme on enseignait au Québec en 1940. Parce que l'école en question que René Lévesque visitait avait été fondée en 1935 par des missionnaires canadiens-français au Japon. C'était les clercs de Saint-Viateur de Joliette. Et probablement qu'on a dit, ben, c'est le premier ministre du Québec, ça va l'intéresser de visiter une école qui a été fondée par des gens qui viennent de chez lui. L'évêque ne le savait pas, lui. Il l'a appris. Mais toujours est-il qu'avec le temps, les clercs de Saint-Viateur ont quitté le Japon, mais les pédagogues japonais, eux autres, ont gardé les méthodes. Alors, le Japon, c'est loin d'être un pays arriéré sur le plan économique. Et on a prétendu ici au Québec, dans les années 1960, que ce système d'éducation classique, que ce système d'éducation catholique, était la cause du retard économique du Québec. Ben, ça n'a pas l'air d'être la cause du retard économique du Japon, en tout cas.
La réforme de l'éducation a été préparée par la fameuse commission royale d'enquête sur l'éducation qui avait été présidée par Monseigneur Alphonse-Marie Parent. C'est pour ça qu'on appelle ça la commission Parent, le rapport Parent, et parfois aussi la réforme, on l'appelle la réforme Parent. C'est un peu injuste parce qu'en réalité, c'est plus l'œuvre du ministre de l'Éducation que du président de la commission d'enquête. Quoi qu'il en soit, l'histoire a retenu ce nom. Qui était Monseigneur Parent? Il était vice-recteur de l'Université Laval. Il avait été doyen de la faculté, pas de la faculté, mais de l'école de pédagogie de l'Université Laval. Il est assez peu connu. Était-il un homme de gauche? Était-il un homme de droite? A-t-il été lui-même dépassé par le rapport? L'étude historique approfondie de la réforme de l'éducation n'a pas encore été faite. D'ailleurs, les archives ne sont pas encore disponibles nécessairement. Alors, il y aura un travail à faire dans l'avenir là-dessus. Mais de toute façon, Monseigneur Parent n'était pas le principal animateur du rapport Parent. Le véritable rédacteur du rapport Parent, c'est le haut fonctionnaire Arthur Tremblay, qui était professeur à l'école de pédagogie, qui va être ensuite sous-ministre de l'Éducation, et il va terminer sa vie comme sénateur à Ottawa. C'est le gouvernement conservateur de Mulroney qui l'a nommé sénateur. En fait, on a l'impression que la réforme de l'éducation a été comme un coup de force d'une minorité. Et je me demande même si à l'intérieur de la commission de parents, il n'y a pas une minorité qui a fait un coup de force. Qui était membre de la commission de parents? À part de ça, il y avait des jeunes diplômés comme Guy Rocher, le sociologue Guy Rocher, qui revenait de l'Université de Chicago. Il y avait comment est-ce qu'elle s'appelait donc? Marie-Laurent de Rome, qui revenait d'une étude doctorale à l'Université catholique de Washington. Vous voyez donc Chicago, Washington, l'influence américaine, elle se fait sentir par ces gens-là. C'est assez drôle de savoir comment cette religieuse s'est retrouvée sur la commission parents. Parce qu'à un moment donné, Jean Lesage regarde la télévision, Radio-Canada, puis il la voit. Elle est interviewée à Radio-Canada et il la trouve très bien. Alors, elle est jeune, elle est dynamique, elle a des diplômes. Elle portait un costume de sœur avec la cornette. Dans ce temps-là, il y avait certaines communautés religieuses qui portaient des grosses cornettes. Hein. Ça faisait rire, même dans ce temps-là. Mais Jean Lesage connaissait son peuple et il disait, au Québec, on ne peut pas rien faire si on n'a pas un ceinturon d'évêque et une cornette de sœur. Donc, ça prenait une sœur sur cette commission. Il ne la connaissait pas. Il l'avait vue à TV. Puis il y a un homme sur la commission qui va changer toute l'éducation au Québec. Il me semble qu'il y a un peu d'amateurisme de la part du premier ministre. Il me semble que moi, avant de la nommer, je l'aurais fait venir dans mon bureau puis j'aurais parlé un petit peu avec elle. Ben non, paf, comme ça. Mais vous êtes-vous posé la question, comment ça se fait que cette religieuse-là était interviewée à Radio-Canada? Radio-Canada qui était pourtant un foyer d'anticléricalisme et d'antinationalisme. Un foyer de gauche. Puis elle était vedette, puis on s'est arrangé pour que Jean Lesage la voie. Je me demande s'il n'y a pas une stratégie derrière ça. Il y avait aussi d'autres membres de la commission, mais j'ai oublié leur nom, l'histoire a oublié leur nom, et puis ils n'ont probablement pas vu passer la parade. Qu'est-ce que la commission parents a recommandé? Essentiellement trois choses. Premièrement, la création d'un ministère de l'Éducation pour remplacer le Conseil de l'instruction publique. Donc, ça veut dire que l'État prenait en charge la direction de l'éducation. Deuxièmement, on recommandait la formation de commissions scolaires neutres, laïques, non confessionnelles, tout en permettant des écoles confessionnelles si les parents le demandaient. En fait, ce que la commission parents recommandait, c'était assez bizarre. Dans chaque école, à chaque année, au début de chaque année, il y aurait eu une réunion des parents, puis là, il y aurait voté pour savoir si l'école était catholique, protestante ou neutre. Comme si on peut bâtir un projet pédagogique en changeant l'orientation religieuse de l'école à chaque année. C'était complètement farfelu, mais en fait, c'était une stratégie parce qu'on se disait, face à ça, il va y avoir tellement de chicanes à chaque année
qu'à un moment donné, les parents m'ont dit « OK, la neutralité, on n'en veut plus de chicane, on est tanné de ça ». C'était une manière de faire accepter finalement le principe de la neutralité des écoles. Mais on commençait par la neutralité, d'abord du ministère de l'Éducation, parce que l'État au Québec est fonctionnellement neutre, et ensuite neutralité des commissions scolaires, et on finirait bien par avoir la neutralité au niveau local, au niveau des écoles. Troisième recommandation, l'abolition des collèges classiques. Remplacer la pédagogie classique qui était centrée sur l'étude des lettres, et plus particulièrement sur l'étude des lettres anciennes, le latin et le grec, par une pédagogie dite moderne, axée sur les sciences, plus particulièrement sur les mathématiques. C'est le système d'éducation qu'on a encore pas mal aujourd'hui, quoique la dernière réforme de l'éducation en 1995 a changé des choses de ce côté-là. Mais avant, si on voulait savoir si vous étiez bon ou non à l'école, on regardait vos notes en latin. Aujourd'hui, on regarde vos notes en mathématiques. Si vous voulez rentrer dans une faculté de médecine, ça prend des étudiants brillants. Alors avant, on regardait les notes en latin, puis là, maintenant, on regarde les notes en mathématiques. Pourtant, pour faire de la médecine, on n'a besoin ni du latin, ni des mathématiques. Et je pense que le latin est un petit peu plus même que les mathématiques. Mais l'idée, c'était justement, on admirait les États-Unis. On disait, les Américains, eux autres, ils réussissent. Ils sont dans la haute technologie. Ils sont capables d'envoyer des hommes dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système d'éducation fondé sur les mathématiques et il faut qu'on les imite. Mais on venait de changer toute une civilisation en faisant ça. Jean Lesage a été très surpris de ça. Et cette anecdote qui a été racontée par Guy Rocher, il me laisse croire que Jean Lesage a vraiment été manipulé et a été dépassé par cette fameuse Révolution tranquille. La commission parents a présenté ses rapports en 3 parties. Il y a 3 volumes. Ça, d'habitude, une commission d'enquête ne fait pas ça. Elle présente son rapport en bloc pour qu'on sache ce qu'elle a à dire. Mais là, il y allait par étapes. Et la réforme était commencée dès le premier volume. Le premier volume recommande la création d'un ministère de l'Éducation. On n'attend pas la publication du 2e volume pour créer le ministère de l'Éducation. Parce que si on avait attendu la publication du 2e ou du 3e volume, probablement que le premier n'aurait pas passé. Voilà une tactique typiquement révolutionnaire. On veut faire avaler le saucisson par tranche. Alors, on disait oui, ministère de l'Éducation, ça va être bien, ça va être mieux géré, puis on ne touche à rien pour le reste. Ils ont dit OK, d'accord. Après, les commissions scolaires deviennent neutres. Mais inquiétez-vous pas, les écoles vont être confessionnelles. Bon, OK. Après, on a aboli les collèges classiques. On n'avait pas parlé de ça pendant tout au début. Mais là, on approchait des élections de 1966 et Jean Lesage voulait que la dernière tranche du rapport soit publiée avant les élections. Les membres de la commission auraient voulu attendre après les élections de 1966 pour publier la dernière tranche du rapport. Alors, on peut voir qu'il n'était pas très honnête dans tout ça. Mais là, Lesage ne voulait pas donner prise à l'Union nationale qui l'aurait accusé de vouloir cacher des choses. Alors, il dit non, vous allez le dévoiler. Mais avant de le dévoiler au grand public, les membres de la commission ont rencontré Jean Lesage. Jean Lesage apprend qu'on veut abolir les collèges classiques. Il était estomaqué. Guy Rocher a dit, là, il cherchait des cigarettes. Jean Lesage, il fumait comme une cheminée. Puis quand il était nerveux, il fallait qu'il s'allume une cigarette. Abolir les collèges classiques. Là, il cherchait ses cigarettes, il n'en trouvait pas. Il est encore pas mal plus nerveux. Il ne se serait jamais attendu à ça. Le collège classique, c'était la fierté de l'élite canadienne-française jusqu'à la Révolution tranquille. Alors, c'était un signe de supériorité intellectuelle et sociale que d'être capable de faire 1 ou 2 citations en latin. D'accord, la plupart de nos élites avaient complètement oublié leur latin. Ils se souvenaient d'1 ou 2 citations, mais il y avait bien ça, la pluguant quelque part pour montrer qu'il avait fait le collège classique. C'était ça, le prestige. Et lui, Jean Lesage, était très fier d'avoir été au Petit Séminaire de Québec. Le Petit Séminaire de Québec, c'était un des collèges les plus snobs, sinon le plus snob qu'il y avait dans la province de Québec à ce moment-là. Quand on avait passé par le Petit Séminaire de Québec, on était vraiment d'une race supérieure.
Bon, remarquez qu'à Montréal, quand on avait passé par les jésuites de Jean de Bréla, ben, les gens comme Trudeau s'imaginaient aussi qu'ils étaient d'une race supérieure. Enfin, mais c'est rien pour dire que le Collège classique avait beaucoup de prestige. Et là, on demande à Jean Lesage d'abolir, finalement, ce qu'il avait formé, ce qui avait formé toute l'élite canadienne-française. Si Jean Lesage avait été un chef, si Jean Lesage avait été un défenseur de l'identité canadienne-française, ben, il aurait tout simplement dit à ces gens-là, ben, écoutez, je vous mets tout à la porte, là, puis votre rapport, il va être classé dans la filière ronde. Il n'est pas question d'abolir l'école qui a fait la grandeur du Canada français. Voilà la réponse que Jean Lesage aurait dû donner, et probablement que c'est la réponse qui serait normalement sortie de son cœur, mais Jean Lesage était déjà contrôlé. Il était déjà engagé dans un processus révolutionnaire dont il avait perdu le contrôle, mais qu'il ne pouvait plus arrêter. Quel a été le rôle des évêques dans tout ça? C'est ça qui est capital. Il faut savoir que lorsque Lesage, en fait c'est plutôt Gérin Lajoie qui était ministre de la Jeunesse, Gérin Lajoie présente le premier projet de loi, le Bill 60, pour créer un ministère de l'Éducation. C'était en 1963. À ce moment-là, l'archevêque de Montréal, le cardinal Léger, téléphone à Jean Lesage et il lui dit, Monsieur le Premier ministre, moi et mes collègues de l'épiscopat avons quelques réticences au sujet du projet de loi que vous venez de présenter à l'Assemblée législative. Bien dit ça. Jean Lesage a retiré le projet de loi. À cette époque-là, l'Église catholique était encore assez forte au Québec dans le domaine de l'éducation pour faire reculer le gouvernement sur un simple coup de téléphone. S'il y avait eu un affrontement ouvert, direct entre l'Église et l'État, Jean Lesage craignait ça beaucoup, parce qu'il se rappelait qu'en 1897, le gouvernement libéral de Félix Gabriel Marchand avait tenté de créer un ministère de l'instruction publique et il avait dû reculer à cause de l'opposition de l'Église qui avait été conduite à ce moment-là par Monseigneur Bruchézy, l'archevêque de Montréal. Et Thomas Chappé aussi, le conseiller législatif conservateur, avait mené une bataille contre ça. Les libéraux avaient mordu la poussière dans cette bataille-là contre l'Église et Jean Lesage craignait que ça se renouvelle dans les années 1960. Alors il retire le projet de loi. Gérin Lajoie fait ensuite une tournée du Québec, il essaye de vendre son projet, mais il n'a pas vendu grand-chose, il a fait une tournée des associations libérales de chaque comté. Les gens l'applaudissaient parce qu'il était libéral, ils ne comprenaient pas trop de quoi il s'agissait. Et là, il revient avec une deuxième mouture du projet de loi, qui était exactement le même projet de loi qu'avant, sauf qu'on avait rajouté deux petites choses dans le préambule de la loi. C'est pas grand-chose, mais on avait rajouté une garantie pour les écoles privées et deuxièmement, une garantie à l'effet qu'on respecterait le libre choix des parents en matière d'enseignement religieux pour leurs enfants. Mais pour tout le reste, c'était le même projet de loi et l'État écartait les évêques, écartait l'autorité des évêques sur l'éducation pour remplacer ça par l'autorité des fonctionnaires. Et là, les évêques ont accepté. Ils n'ont plus rien dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, il va falloir attendre l'ouverture de certaines archives, les archives du Vatican et les archives de l'Église catholique au Québec pour connaître le fond de l'histoire. Mais à ce moment-là, tous les évêques au Québec étaient à Rome parce que c'était les sessions du Concile Vatican II. On est à ce moment-là à l'automne 1963 et les évêques du Québec sont tous à Rome. Ils ne suivent pas de très près les travaux du Concile Vatican II. Ce qui les intéresse plus, c'est ce qui se passe au Québec et le fameux projet de loi sur la création du ministère de l'Éducation. Les évêques étaient divisés. Alors ça va être intéressant à un moment donné de pouvoir faire le décompte exact des évêques qui étaient pour le ministère de l'Éducation et ceux qui étaient contre. Mais on peut pas mal le savoir quand même. Le cardinal Léger, archevêque de Montréal, et le cardinal Maurice Roy, archevêque de Québec, étaient d'accord pour laisser à l'État le contrôle de l'éducation. Ce sont les deux archevêques des deux principales villes et deux cardinaux. Donc, c'est eux autres qui sont les mieux vus à Rome. Les autres évêques qui s'opposent
sont des évêques de diocèses de moindre importance, comme par exemple Monseigneur Cabana à Sherbrooke, Monseigneur Langlois à Valleyfield, Monseigneur Pelletier à Trois-Rivières. Bon, on pourrait refaire un décompte aussi, là, je l'avais déjà fait, mais je ne m'en souviens plus exactement. Mais la majorité des évêques étaient quand même contre, mais les évêques les plus influents étaient pour. Alors, qu'est-ce qui arrive quand un épiscopat national est divisé? C'est Rome qui tranche la question. Il y a peu de chances que Rome ne soit pas intervenu dans ce débat qui divisait les évêques québécois, d'autant plus que les évêques étaient à Rome. Et si Rome est intervenu, ben c'est certain que ça a été en faveur de l'État, en faveur de la laïcisation. Pourquoi? Parce qu'on était en plein Concile Vatican II, l'Église catholique elle-même était en train de virer libérale, de prôner la laïcisation. Et finalement, ils sont intervenus et ils ont supporté probablement la minorité des évêques, mais la minorité la plus influente, les cardinaux. Ensuite, les évêques vont se taire sur tout le reste de la réforme de l'éducation. Quand j'ai étudié ce sujet-là, il y a une chose qui m'a surpris, c'est que quand on a décidé de la mixité scolaire, mettre les garçons et les filles dans les mêmes classes, au niveau secondaire, ça existait déjà au primaire depuis toujours, mais au niveau secondaire, c'était nouveau. Les évêques n'ont absolument rien dit à ce moment-là. Pourtant, s'il y avait une décision importante sur le plan moral, c'est bien la question de la mixité scolaire. Avez-vous pensé que la mixité scolaire pour des adolescents, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité avant 1960? Essayez de me trouver une seule société, peu importe le continent, peu importe la religion, peu importe l'époque, où on éduquait ensemble des garçons et des filles à l'âge de l'adolescence avant les années 1960. Les années 1960 ont été en Occident une période de vent de folie. Il y a eu des choses qu'on a vues dans les années 60 qu'on n'a jamais vues avant. Par exemple, l'abolition de la peine de mort. Par exemple, la rééducation des parents par les enfants. L'esprit de mai 68. Alors, on n'avait jamais vu ça avant dans l'histoire de l'humanité. Et une des caractéristiques de cette époque de folie furieuse, c'est la mixité scolaire. Ben, les évêques ont dit absolument rien là-dessus. Ils étaient paralysés, ils étaient muselés. Je pense qu'ils ont été muselés par Rome. Par la suite, Gérin Lajoie a pu aller de l'avant, il a créé le ministère de l'Éducation, il a regroupé les commissions scolaires, en 55 commissions scolaires. Avant, les commissions scolaires, c'était dans chaque village, ça suivait les municipalités, c'était très, très local. Dans le fond, les commissaires scolaires, c'était des pères de famille qui étaient élus dans le village pour s'occuper de l'école du village. Quand on crée des grosses structures, quand il y a seulement 55 commissions scolaires, avant il y en avait 2000 au Québec, commissions scolaires, on a réduit ça à 55, bien, c'est évident que Monsieur Tout-le-Monde ne pouvait plus se mêler de la commission scolaire. On laissait la place nette pour les fonctionnaires. Ensuite, on a aboli les écoles normales pour transférer la formation des maîtres aux facultés de pédagogie. Et là, on a formé des maîtres avec des idéologues, des gens qui avaient souvent jamais enseigné dans une salle de classe primaire ou secondaire, mais qui nous faisaient des grandes conférences sur la révolution prolétarienne au Brésil. On a créé les polyvalentes, des écoles de 2000 élèves. Une vraie catastrophe. Ils sont laides, les polyvalentes. On était tellement brillants qu'on s'est dit dans ce temps-là, vous savez, quand il y a des fenêtres dans une salle de classe, ça dérange les élèves, ils regardent par la fenêtre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Ben, moi, mes élèves font toujours ça. Alors, on va faire des classes sans fenêtre. Mais vous savez qu'à long terme, quand vous ne voyez pas le soleil, ça a un effet de dépression et ça vous affaiblit. Quand un élève regarde dehors, oui, il n'écoute plus ce que le professeur dit peut-être, mais il refait ses forces et après, il est plus attentif. Ça prend des fenêtres dans des salles de classe. Mais on a fait des écoles de 2000 élèves, pas de fenêtres. On a mis les écoles de métier et la formation générale dans les mêmes bâtisses. Pourquoi? Pour profiter de subventions fédérales. C'était une stricte mesure administrative parce que le fédéral subventionnait des écoles de métier, mais ne subventionnait pas des écoles qui donnaient le cours général.
Fait que si on mettait dans les polyvalentes les deux, on pouvait profiter des subventions fédérales. Très brillant comme choix sur le plan pédagogique. Et surtout le nombre des écoles de 2000 élèves. Vous savez, quand on étudie l'histoire et qu'on pense, qu'on admet que les gens avant nous ont pu faire certaines expériences et tirer certaines leçons bénéfiques, on apprend des choses. Savez-vous qu'au 16e siècle, dans les années 15... Bon, peut-être au 17e, je pense que c'est plutôt au 17e. Dans les années 1600, en France, il y avait des jésuites qui avaient essayé ça, des écoles de 2000 élèves. Avec le même raisonnement que le rapport parent, on va centraliser toutes nos ressources, on va avoir les meilleurs professeurs, les meilleurs établissements. Ils se sont tout de suite aperçus qu'à 2000 élèves, ils perdaient le contrôle de leur école, puis que ça ne marchait pas. Ensuite, les jésuites avaient compris qu'une école secondaire, ça ne devait pas dépasser 500 élèves. Si vous lisez, par exemple, le livre « Nos humanités » de Monseigneur Curchaine, qui a été écrit en 1927, qui présente toute la philosophie de l'enseignement classique. Alors, il disait ça là-dedans, que l'expérience des jésuites avait prouvé qu'une école ne doit pas avoir plus que 500 élèves. Et même 500, c'est le maximum. Plus une école est petite, plus elle est efficace sur le plan pédagogique. Quand vous regardez, par exemple, le classement des écoles que fait le journal L'Actualité, bon, c'est très critiqué, ça n'a peut-être pas beaucoup de valeur, mais au moins c'est un classement. Ce qui est remarquable, c'est que les écoles qui performent le mieux sont habituellement les écoles les plus petites, celles où il y a le moins d'élèves. Si vous voulez améliorer l'éducation, c'est pas très compliqué. Mettez moins d'élèves par classe et moins d'élèves par école. Ça, les jésuites savaient ça depuis le 17e siècle. Mais en 1960, époque de folie, comme je vous dis, on l'a oublié. On a refait les mêmes erreurs qu'avant. Ensuite, on va créer les cégeps, remplacer les collèges classiques par les cégeps. Quel était finalement l'esprit du rapport parent? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Il y avait une grande question qui préoccupait le Québec dans les années 1950-1960. C'était la fameuse question du retard économique du Québec. Comment ça se fait que le Québec a un retard économique par rapport à l'Ontario? Hein? Et comment ça se fait qu'au Québec même, c'était les Anglais qui étaient des patrons, puis les Canadiens français qui étaient des ouvriers? Pourquoi est-ce qu'on était plus pauvres que les autres? Vous savez que quand il y a eu la commission Laurando-Dunton sur le bilinguisme au Canada, il y a des chiffres. C'est la première fois qu'on mesurait vraiment scientifiquement le niveau économique des différents groupes ethniques et linguistiques au Québec, au Canada plutôt. Et on avait constaté que dans la hiérarchie des groupes ethniques, les Canadiens français arrivaient presque en dernière place au Canada en termes de niveau économique. Il y avait deux groupes ethniques qui étaient plus pauvres que les Canadiens français. C'était les Italiens, qui étaient à ce moment-là, dans les années 60, des immigrants très récents. Et deuxième groupe, les Amérindiens. Quel était le premier groupe? Les Juifs. Deuxième groupe, les Anglais. Troisième groupe, les Allemands. Alors, c'est un peu ça, la hiérarchie. Mais il l'avait fait pour tous les groupes ethniques au Canada. Mais ça avait surpris, ça avait choqué. On le savait un peu que les Canadiens français étaient moins riches que les Anglais, mais là, on avait vraiment des données scientifiques pour le prouver. Alors, on se pose la question, mais pourquoi? Et comment résoudre ce problème? Alors là, les historiens avaient deux interprétations. Il y avait l'École de Québec puis l'École de Montréal. L'École de Québec était formée de 3 historiens qui enseignaient à l'Université Laval, c'est pour ça qu'on l'a appelée l'École de Québec. Il s'agit de Fernand Ouellette, de Marcel Trudel et de Jean Hamelin. Alors, ces gens-là étaient imprégnés de l'idée de Max Weber, du sociologue allemand Max Weber, qui soutenait qu'il y avait un lien entre l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. D'ailleurs, c'est le titre de son maître-livre, hein, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Alors finalement, pourquoi les Anglais étaient-ils supérieurs aux Canadiens français sur le plan économique? Bien, parce qu'ils étaient protestants. Pas tellement à cause de la religion protestante en tant que telle, que parce que l'éthique protestante donnait ce qu'il appelait un practical mind, un esprit pratique.
les catholiques. Les Français, c'est bien beau, mais c'est un peu déconnecté de la réalité. Et notamment déconnecté de la réalité économique. C'est comme ça que l'École de Québec voyait les choses. Donc, quelle solution proposait-il? Ben, il proposait finalement d'aligner notre système d'éducation sur le modèle anglo-protestant pour acquérir ce fameux practical mind qui faisait la force économique des Anglais. L'autre école, c'était l'École de Montréal, une école plus nationaliste formée de Maurice Séguin, Michel Brunet et Guy Férigault, qui eux autres disaient non, si les Anglais ont la supériorité économique, c'est tout simplement à cause de la conquête de 1760. C'est pas bien compliqué. Si vous avez le pouvoir politique, le groupe ethnique dans un pays qui a le pouvoir politique, il va finir par avoir la suprématie économique parce qu'il va utiliser ses contacts politiques pour réussir en affaires et faire de l'argent. Donc, quelle solution l'École de Montréal proposait pour régler le problème de l'infériorité économique des Canadiens français? Ben, l'indépendance du Québec. Que les Canadiens français aient leur État qui va les soutenir et ils vont avoir un meilleur développement économique. Mais le rapport parent, lui, définitivement, était dans l'esprit de l'École de Québec. Et l'École de Québec était fédéraliste. L'École de Montréal était indépendantiste. Alors, cette fameuse question des causes de l'infériorité économique des Canadiens français, je pense, a joué un rôle important dans la réforme scolaire. Mais la réforme scolaire a failli frapper un mur. En 1966, les libéraux perdent les élections. L'Union nationale remporte 56 députés avec 42% des voix. Le Parti libéral, 50 députés avec 47% des voix. Les libéraux avaient quand même obtenu plus de votes que l'Union nationale, mais c'est parce que leur vote était très concentré à Montréal. À Montréal, on votait rouge. En campagne, on votait bleu. L'Union nationale avait remporté ses comtés par des faibles marges un peu partout, mais à cause d'une certaine distorsion de notre système électoral, c'était comme ça. Mais n'empêche qu'à l'époque, ça a été perçu comme un désaveu populaire de la Révolution tranquille et surtout de la réforme de l'éducation. Jean Lesage a dit « Ce qui m'a fait perdre l'élection, c'est les autobus jaunes. » Vous savez, les autobus jaunes, ça n'existait pas avant la réforme parent, ça. Parce que les écoles étaient petites puis étaient décentralisées. Quand on a fait les polyvalentes, ben là, il fallait transporter des élèves, parfois 1 heure et demie par jour, dans ces fameux autobus jaunes. Alors, vous savez ce que c'est un autobus scolaire? C'est une image du chaos originel avant que Dieu sépare la terre des eaux. Il n'y a rien de plus anti-pédagogique qu'un autobus scolaire. Hein? Et puis, être chauffeur d'autobus, sur le plan psychologique, je pense que c'est pire que d'être dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Et l'hostilité des gens s'est centrée sur ces fameux autobus jaunes. Vous savez, quand il y a une élection, les gens aiment bien visualiser, symboliser quelque chose, mais ces fameux autobus symbolisaient toute la réforme de l'éducation et toutes les folies que ça pouvait entraîner, les grosses polyvalentes de béton, les classes pas de fenêtres et tout ça. Alors, Jean Lesage n'avait peut-être pas tout à fait tort en disant que finalement sa défaite avait été causée par un certain désaveu de la réforme scolaire. Mais il y avait d'autres facteurs. Hein. Jean Lesage était rendu pas mal arrogant. C'était un bonhomme colérique. À un moment donné, pendant la campagne électorale, dans une assemblée publique, il y avait un blu qui était venu, puis il avait crié quelques insultes, et puis là, Jean Lesage avait enlevé son veston pour aller donner une volée au gars. Il a fallu qu'il garde du corps du premier ministre, protège le gars contre le premier ministre. Il paraît aussi que Jean Lesage avait un ego qui gonflait. Je vais vous raconter une petite anecdote à ce sujet-là. En 1965 ou 66, en tout cas dans ces années-là, Lise Payette avait une émission de télévision qui était très populaire, qui s'intitulait « Appelez-moi Lise ». Peut-être que les plus vieux d'ici, d'entre nous, se souviennent de cette émission-là. C'était un talk show. Et elle organisait à chaque année le concours du plus bel homme du Canada. Et les gens étaient appelés à voter pour le plus bel homme du Canada. Mais en réalité, c'est Lise Payette qui choisissait ces 10 plus beaux hommes du Canada. Il y avait toujours là-dedans un ou deux politiciens. La plupart du temps, c'était des
des vedettes de télévision, il y avait quelques joueurs de hockey, des choses comme ça. Bon. Et il se trouve que Jean Lesage, à un moment donné, a figuré parmi les 10 plus beaux hommes du Canada, sans se rendre compte que il était tout simplement le politicien figurant qu'il fallait. Il en fallait un à chaque année, au moins un politicien. Il a vraiment pensé qu'il était beau. Et ses proches collaborateurs ont dit qu'après avoir reçu ce titre, il ne portait plus à terre. Et il était vraiment d'une arrogance. Ça me fait rire parce que pourtant, c'était quelqu'un d'envergure, Jean Lesage. C'était un homme qui avait énormément de qualité, énormément de talent. Bon, OK, c'est vrai, il y avait aussi des défauts. Il était colérique, il était porté sa boisson, il était orgueilleux, il avait tout pour faire de la politique. Mais il a quand même comme trébuché sur cette petite vanité et ça ne l'a pas aidé dans la campagne électorale. Bon, enfin, je ferme la parenthèse. On n'est pas là pour expliquer la défaite de Jean Lesage en 1966. Il y a beaucoup de facteurs. L'Union nationale était évidemment beaucoup mieux préparée à faire l'élection. Ils ont fait une meilleure campagne et tout ça. Mais maintenant, parlons de son successeur, Daniel Johnson. Alors, à l'époque, on aurait pensé que Daniel Johnson était pour arrêter la réforme de l'éducation et en même temps toute la Révolution tranquille. Ceux qui le pensaient, c'était surtout les hauts fonctionnaires qui travaillaient autour de Jean Lesage. Pendant la campagne électorale, Daniel Johnson avait promis de mettre à la porte Arthur Tremblay, le sous-ministre de l'Éducation, le grand maître d'œuvre, probablement plus important même que Paul Gérin-Lajoie. Et tous les autres fonctionnaires, quand ils ont vu la victoire de l'Union nationale, avaient commencé à faire leur bagage et s'apprêtaient à quitter leur bureau. Jusqu'à temps que Johnson leur dise « Non, vous restez en place et vous continuez votre travail. » Donc, la réforme de l'éducation a continué comme si de rien n'était. Ça a été une contre-révolution ratée. Pourquoi a-t-elle été ratée? Qui était Daniel Johnson? Daniel Johnson était le fils, il venait de la région de Bagot, dans les cantons de l'Est. C'était un fils d'Irlandais, dont son père était un Irlandais anglophone, sa mère était une Canadienne française, donc il est issu d'un mariage mixte. Mais c'est quand même l'élément francophone qui l'emporte chez lui parce qu'il a fait toutes ses études dans le système français et en réalité, il s'identifiait au Canadien français, même s'il était parfaitement bilingue. Au départ, ce n'était pas un politicien particulièrement remarquable. C'était un politicien assez ordinaire. Duplessis l'avait nommé ministre des Ressources naturelles en 1958. Puis il avait même été éclaboussé par un scandale à l'époque, le scandale du gaz naturel. On le surnommait Danny Boy. Alors c'était le populiste de droite, peu raffiné, qui venait de la campagne. Il ne donnait pas l'impression d'être un homme de très grande envergure. Mais la maladie va grandir le personnage. Lorsqu'il devient premier ministre, Daniel Johnson avait déjà subi 4 crises cardiaques. Il savait qu'il lui restait peu de temps à vivre. Ses médecins lui avaient dit, ou bien tu lâches la politique, ou bien il te reste 2 ou 3 ans à vivre. Il n'a pas voulu lâcher la politique. Après en avoir parlé avec sa femme et ses enfants, il était trop mordu par la politique pour faire autre chose. Il est resté et effectivement, il va mourir au bout de 2-3 ans après. Alors, mais ça a grandi le personnage. C'est comme si les dernières années de sa vie, il les a consacrées à son peuple, au bien commun. Vous savez, la maladie a cette grande qualité, ce grand avantage que ça révèle l'âme de quelqu'un. Quand on est affecté par la maladie, on peut descendre moralement, mais on peut aussi grandir moralement. Et lui, parce qu'il avait au départ une âme noble, il a grandi moralement. Malheureusement, il a compris trop tard le problème de la réforme de l'éducation. Mais il ne faut pas dire qu'il ne l'a pas compris. Il va le comprendre, mais un peu trop tard. En 1968, il remplace comme ministre de l'Éducation Jean-Jacques Bertrand par Jean-Guy Cardinal. Jean-Jacques Bertrand, c'est lui qui avait été l'adversaire de Daniel Johnson à la course à la direction de l'Union nationale en 1962. Ça avait été une lutte assez difficile. Le clan Bertrand et le clan Johnson, c'est resté assez longtemps dans l'Union nationale. Jean-Jacques Bertrand était lui aussi un homme de droite plutôt conservateur, mais c'était le type de l'homme de droite complexé. Complexé par son manque d'instruction.
Complexé par son manque de culture, il était intimidé par les intellectuels de gauche, surtout si ces intellectuels avaient des diplômes prestigieux de l'étranger. Et il n'y a rien qui aimait mieux Jean-Jacques Bertrand que d'avoir les louanges de la gauche, des journalistes de gauche. Et le milieu journalistique au Québec ne s'en gênait pas. Radio-Canada, Le Devoir, la revue Cité Libre disait de Jean-Jacques Bertrand qu'il était le seul ministre éclairé dans ce gouvernement d'inculte et de rétrograde. Ça flattait son ego. Mais pendant ce temps-là, il continuait la politique de la gauche. À un moment donné, Daniel Johnson décide de l'évincer au profit de Jean-Guy Cardinal. À l'époque, ça a été perçu comme une volonté d'arrêter la réforme de l'éducation, de revenir en arrière, et il semble que c'était bel et bien le cas. Jean-Guy Cardinal avait l'intention d'arrêter la réforme par an. Mais Daniel Johnson est mort. La course à la direction de l'Union nationale a opposé Jean-Jacques Bertrand à Jean-Guy Cardinal. Et c'est Jean-Jacques Bertrand qui a gagné. Jean-Jacques Bertrand a évincé Jean-Guy Cardinal. Cardinal va passer au Parti québécois. Et en 1976, René Lévesque va lui donner le très important poste de président de l'Assemblée nationale. Il a été tabletté. Il était beaucoup trop à droite, Jean-Guy Cardinal, pour avoir une place dans le cabinet péquiste de René Lévesque. D'ailleurs, tous les anciens de l'Union nationale qui ont passé au Parti québécois, vous remarquerez, il n'y en a aucun qui a eu une belle carrière. Ils ont tous été, à un moment donné, évincés. Et Jean-Jacques Bertrand, c'était un fédéraliste pur et dur. Donc, il va éliminer l'aile sympathique à l'idée d'indépendance qu'il y avait parmi les jeunes militants de l'Union nationale. Et ces jeunes militants vont passer au Parti québécois. En 1969, Jean-Jacques Bertrand adopte une loi linguistique, le Bill 63. Ça faisait longtemps que les nationalistes réclamaient une loi pour protéger la langue française. Ben lui, il nous présente une loi pour protéger la langue anglaise au Québec. Parce que le Bill 63, fondamentalement, ça visait à protéger la langue anglaise et ça faisait du Québec un État officiellement bilingue et ça garantissait aux immigrants le libre choix de l'école. Donc finalement, ça protégeait la langue anglaise. Bertrand s'est coupé du nationalisme et les nationalistes vont passer au Parti québécois et dès les années 70, l'Union nationale est remplacée par le Parti québécois comme principale force d'opposition au Québec. C'est dommage que Daniel Johnson n'ait pas vécu plus longtemps parce que, avec son fameux slogan « Égalité ou indépendance », alors lui, il voulait réformer la Constitution canadienne sur le principe de l'égalité des deux peuples fondateurs, le Canada binational et avec une décentralisation. Il voulait un statut particulier, plus d'autonomie pour le Québec. Mais il disait, si le Canada anglais n'accepte pas ce pacte binational, il va falloir opter pour l'indépendance du Québec. Et il allait même plus loin. Il disait, même si le Canada accepte ce pacte binational, ben, l'indépendance du Québec sera peut-être une solution. Mais lui, il remettait ça à plus tard, dans 20, 30, 50 ans. C'est sûr que lui, son cœur, c'était plutôt de réformer le Canada que de séparer le Québec, mais il laissait les indépendantistes entrer dans l'Union nationale. Il y avait plusieurs députés qui étaient vraiment en faveur de l'indépendance du Québec. Alors Jean-Jacques Bertrand va éliminer ça, mais imaginons que Daniel Johnson aurait vécu plus longtemps. Alors Daniel Johnson, je pense, aurait amené l'Union nationale à promouvoir carrément l'indépendance du Québec, et à ce moment-là, le projet indépendantiste aurait été porté par un parti de droite plutôt qu'un parti de gauche. Et je pense que ça aurait été pour le plus grand bien du Québec et de l'idée indépendantiste. Et René Lévesque lui-même se serait joint à Daniel Johnson. René Lévesque aurait rejoint l'Union nationale et René Lévesque aurait été à ce moment-là l'aile gauche de l'Union nationale au lieu d'être l'aile droite du Parti québécois. Parce que dans le Parti québécois, il y avait beaucoup plus à gauche que René Lévesque. Est-ce qu'on peut reprocher à Daniel Johnson de ne pas avoir arrêté la réforme de l'éducation? Je ne lui porterai pas le principal blâme. Il faut se rappeler qu'un homme politique, c'est pas un homme de doctrine, c'est pas un intellectuel, c'est un homme d'action. L'homme politique est là pour gérer des choses temporelles. L'éducation, ça relève du spirituel.
Ça touche à l'âme beaucoup plus qu'au corps et ça relève de l'Église. Les vrais responsables de la contre-révolution manquée, ce sont les hommes de l'Église. À cette époque-là, si les évêques avaient résolument combattu la réforme de l'éducation, surtout avec le prestige qu'avait le cardinal Léger. Le cardinal Léger, c'est probablement la pire pourriture qu'on a jamais eue dans l'histoire de l'Église au Québec. Mais, à l'époque, on ne le savait pas. Il y avait beaucoup de prestige, beaucoup de popularité. Et s'il avait combattu la réforme de l'éducation, ben, il l'aurait emporté. Mais le cardinal Léger avait déjà passé dans le camp libéral et dans le camp moderniste, probablement dès les années 1950. Alors, c'est la trahison des évêques qui explique l'échec de la contre-révolution tranquille, bien plus que le manque de lucidité doctrinale, si on veut, de Daniel Johnson. Il ne faut pas demander ça à un homme politique. Si on fait maintenant un bilan de la Révolution tranquille, ben, il faut admettre que la Révolution tranquille a un bilan largement négatif, même du point de vue des idéaux de la Révolution tranquille. Bon, bien sûr, moi, je suis un catholique de droite, conservateur, un nostalgique du Duplessis. C'est sûr que je n'aimerais pas la Révolution tranquille. Mais là, je vais vous porter un jugement sur la Révolution tranquille du point de vue des idéaux de la Révolution tranquille. Est-ce qu'aujourd'hui, le Québec contrôle plus son économie qu'en 1960? Non. Probablement moins à cause du libre-échange et le Québec va être de plus en plus dépendant sur le plan économique. Est-ce que le Québec a réalisé son indépendance? Certainement pas, et on semble de plus en plus loin de ça. La jeune génération des Québécois ne sont même plus nationalistes. Et si on se met du point de vue fédéraliste, est-ce que le Québec a obtenu un statut particulier dans la Confédération canadienne? Non, le Canada anglais ne se pose même plus la question « What does Québec want ?» Harper gouverne le Canada sans tenir compte du Québec. Il n'en a rien à foutre. Le Canada anglais n'en a plus rien à foutre du Québec. Il ne se pose même plus la question « Qu'est-ce que le Québec voudrait avoir ?» Est-ce que la langue française est en meilleure posture, à Montréal notamment? Ben, je pense que la langue française est en train de reculer. On revient à la situation qu'on était à peu près en 1920. Le visage de Montréal devient aussi anglophone qu'en 1920. Mais en 1920, c'était au nom de l'Empire britannique. Aujourd'hui, c'est au nom de l'ouverture sur le monde. Mais l'un ou l'autre, c'est le progrès de l'anglais pareil. Est-ce qu'on est mieux soigné dans nos hôpitaux au Québec depuis que ce ne sont plus des religieuses qui s'occupent des hôpitaux? Alors, ben, on est passé de la castonguette à la barrette et c'est pas un progrès. Est-ce que la culture québécoise est plus riche maintenant qu'elle était? Bon, question de goût, peut-être. Moi, personnellement, je préfère la Bolduc à Céline Dion. Et je préfère Soirée canadienne à Star Academy. Et si on se pose maintenant la question, sans doute la plus fondamentale, les Québécois sont-ils aujourd'hui plus heureux dans leur vie familiale, dans leur vie personnelle? Je pense que poser la question, c'est déjà y répondre. Peut-on rêver maintenant d'une restauration tranquille? On peut plus parler de contre-révolution tranquille. La révolution est déjà là depuis trop longtemps. Ce serait plutôt une restauration tranquille qu'il faudrait faire. Peut-on reconstituer la nation canadienne-française dans l'esprit du texte que je vous ai lu, du rapport Tremblay au début de la conférence? Pour l'instant, ça paraît impossible. Mais je vous dirais, premièrement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Les Canadiens français restent des Canadiens français, malgré tout, même si on les appelle aujourd'hui Québécois. Ça reste le même peuple. Et s'il n'est pas possible de faire triompher l'idéal canadien-français présentement dans la société, ben, commençons par la faire triompher en nous-mêmes. Devenez, chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, des vrais Canadiens français, des vraies Canadiennes françaises. Mais comment faire ça? Ben, il faut redécouvrir l'esprit de nos ancêtres. Il faut vouloir renouveler, renouer avec l'esprit de nos ancêtres. Il faut aimer ce qui a fait le Québec. Qu'est-ce qui a fait le Québec? La religion catholique.
mais aussi la culture classique française, la France du 17e siècle. Il faut connaître ça, il faut se tourner vers ça. Est-ce qu'un jour la nation canadienne-française renaîtra? J'ai de la difficulté à imaginer que la nation canadienne pourrait renaître autrement que dans le sillage d'une renaissance miraculeuse de l'Église catholique. Moi, je suis croyant et je sais que cette renaissance a été annoncée par la Sainte Vierge, à Fatima, à la Salette. Elle est annoncée aussi par toute la théologie catholique. Et je crois effectivement que les nations renaîtront avec la renaissance de l'Église. Je ne dis pas que la nation canadienne-française va renaître, peut-être qu'elle disparaîtra. Mais il y a sûrement certaines nations, anciennes ou nouvelles, qui réapparaîtront. Mais il me semble que ce serait très convenable, dans le plan de Dieu, que de favoriser la renaissance de la nation canadienne-française. Parce que, comme disait Lionel Groulx en 1922, dans sa conférence « La France d'outre-mer », et je vais terminer là-dessus, un flambeau catholique, si modeste soit-il, ne doit pas s'éteindre. Un continent qui veut bien se porter doit garder un peu de terre française. Je vous remercie. Pour les questions. Est-ce qu'il y en a qui auraient quelques questions? Oui? J'ai lu un ouvrage, bon, c'est pas un grand politicien de carrière qui s'était intéressé un peu à la franc-maçonnerie et il faisait le lien de la création du ministère de l'Éducation en 1964 avec la franc-maçonnerie. Donc la question, en dessous de la Révolution tranquille, est-ce que la Révolution tranquille est une œuvre maçonnique? Oui. Quand il y a eu le rapport Parent, la commission Parent, il y a eu plein d'organismes au Québec qui ont envoyé des mémoires. Et la plupart des organismes s'intéressaient à un problème bien réel, le problème du financement des institutions scolaires. D'ailleurs, on pensait à l'époque que la commission avait été mise sur pied, non pas pour faire une révolution pédagogique, mais pour régler le problème du sous-financement de notre système scolaire, qui avait effectivement besoin d'aide, d'autant plus que là, il y avait la génération des baby-boomers qui arrivait. Il fallait vraiment développer surtout le niveau secondaire. Mais il y a un organisme qui a présenté un mémoire. Le seul organisme qui a recommandé la laïcité scolaire, c'est le Mouvement laïque de langue française. Et j'aimerais le faire, j'espère qu'un jour j'aurai le temps de le faire, comparer le rapport Parent, c'est-à-dire le rapport final, avec le mémoire du Mouvement laïque de langue française. Je ne serais pas étonné que dans les grandes lignes, ça se retrouve, sinon même mot pour mot. Alors, c'était quoi ce fameux Mouvement laïque de langue française? Là aussi, il faudrait faire une étude. Mon hypothèse, ce serait que c'était une émanation du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France qui a fondé à Montréal une loge qui s'appelait, je pense, la loge Condorcet, je ne suis pas certain. Mais il faudrait établir des liens. Il y aurait sûrement moyen d'en faire entre le MLLQ et le Grand Orient. D'ailleurs, le mouvement laïque québécois aujourd'hui, le MLQ, qui a obtenu le jugement de la Cour suprême là, pour la question de la prière au Saguenay, officiellement, il n'y a pas de lien avec l'ancien MLQ. C'est vrai que ce n'est pas la même génération, mais en tout cas, c'est le même esprit, ça, c'est certain. Et probablement que si on regardait le curriculum vitae de chacun des membres de ces gens-là, avec une recherche approfondie, on pourrait sans doute finir par établir des liens. Maintenant, est-ce que Paul Gérin-Lajoie lui-même était un franc-maçon? Paul Gérin-Lajoie vient d'une prestigieuse famille canadienne-française d'Outremont. Il était riche et c'était une famille très catholique. D'ailleurs, une des tantes de Paul Gérin-Lajoie a fondé une communauté religieuse dans les années 1940. Je ne me souviens plus tout à fait de son nom, là, mais vraiment, il a été élevé dans un milieu extrêmement catholique. Sa grand-mère, par exemple, à Paul Gérin-Lajoie, elle militait en faveur du droit de vote des femmes dans les années 1910, 1920 plutôt. Et bon, à ce moment-là, les évêques s'opposaient au droit de vote des femmes.
Et l'archevêque de Montréal avait dit à cette dame-là que, bon, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça, le droit de vote des femmes. Elle avait cessé de militer en faveur du droit de vote des femmes, pourtant elle était pour, mais elle était assez catholique, assez soumise à l'autorité de son évêque pour renoncer à son militantisme pour ça. Donc, ça vous prouve que Gérin Lajoie a été éduqué dans une famille très catholique. Mais quand on lit ses mémoires, il ne parle jamais de Dieu. Il ne parle pas non plus de la franc-maçonnerie. Mais quand on regarde son parcours de jeunesse, Paul Gérin Lajoie a été boursier Rhodes. Il a fait un doctorat en droit constitutionnel canadien à l'université Oxford. Quand vous êtes boursier Rhodes, si vous n'êtes pas franc-maçon avant de l'être, vous allez l'être après. Et si, entre-temps, vous avez obtenu votre diplôme d'Oxford, mais sans adhérer à la franc-maçonnerie, vous n'irez pas très loin dans la carrière. Il est allé loin dans la carrière. Donc, quand on regarde ce pattern-là, ce cheminement de carrière, ce serait étonnant que Paul Gérin Lajoie n'ait pas adhéré à un moment donné à une loge maçonnique. Mais évidemment, c'est très difficile de faire l'histoire de la franc-maçonnerie parce que les choses sont orales. Hein? Les archives écrites que la franc-maçonnerie reste, c'est insignifiant. Les choses vraiment importantes se font en secret et elles se font oralement. Donc, je ne pense pas qu'on puisse jamais trouver un document écrit qui nous prouverait que Gérin Lajoie a été franc-maçon. Mais quand on regarde le profil de carrière, l'inverse serait étonnant. Même chose pour Jean Lesage aussi. Hein, je disais, bon, selon, c'est Pierre Virion, qui est un auteur français qui est très anti-maçonnique. Et, il prétend que Jean Lesage, en 1965, avait participé à une réunion du groupe Bilderberg. Alors, donc, bon, je ne sais pas quelles sont ses preuves, là, à Pierre Virion. Faudrait j'étudie ça un peu plus. Mais oui, sans doute qu'on voit... Mais de toute façon, quand vous avez l'idée de la laïcité, si c'est pas de l'organisation maçonnique, c'est au moins de l'esprit maçonnique. Autre question? Oui? Savez-vous dans combien de temps les archives du Vatican vont être ouvertes? On dresse un bilan des... Les règles des archives, c'est les suivantes. On attend la mort du pape et on dévoile toutes les archives du pontificat. Donc, si on parle, par exemple, 1966, alors là, c'était le pape Paul VI. Paul VI est mort en 78, rajouté 70 ans. Donc, ça va être en 2048. Et dans les diocèses au Québec, on ouvre les archives en suivant les archives du Vatican. Donc, en 2048, je pourrais faire la recherche que je veux faire. Voilà, pour la force. Autre question? Ah, oui. Est-ce vrai que le port, parce que l'habillement aussi, il y a beaucoup de mœurs qui ont changé, puis la Révolution tranquille, bon, il y avait toute cette espérance aussi au niveau de le mariage des prêtres, etc., des courants modernistes, mais apparemment que le port du pantalon chez la femme, c'est parti de là, de tous ces courants de la Révolution tranquille. Est-ce que ça a vraiment un lien? Non, les femmes portaient déjà le pantalon à la fin des années 30, dans les années 40. Ah oui. C'est frappant quand vous regardez des images d'usines de guerre au Québec pendant la Première Guerre mondiale. Hein, on engageait des femmes dans les usines de guerre parce que les hommes étaient au combat. Et les femmes sont toutes en robe pendant la Première Guerre mondiale. Mais pendant la deuxième, les femmes qui travaillent dans les usines sont en pantalon. Sauf que ce qui arrivait jusque dans les années 70, même je dirais 80, quand on voulait s'habiller de manière un peu plus solennelle, la femme continuait à porter la robe, mais le pantalon était déjà d'usage avant la Révolution tranquille. Donc on ne peut pas lier ça à la Révolution tranquille.